Et bonjour à tous, c'est Morgan Conteur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est l'une des premières fois que je m'essaye à ce type de contenu un peu analytique. J'espère donc que cela va vous plaire, et si c'est le cas, je vous inviterai à laisser un petit pouce en l'air pour me le notifier. J'ai toujours été un grand fan de la série Doctor Who, depuis que je la connais, grâce à la New Who. Et ce n'est pas la première fois que j'en parle sur ma chaîne. J'ai d'ailleurs commencé une série d'histoires audio où vous m'avez imposé des contraintes pour le futur du récit. L'écriture prend beaucoup de temps, mais ça avance, ne vous inquiétez pas. Et j'essaye juste de faire les choses au mieux. Attention, dans cette vidéo, je vais très salement vous spoiler, si vous n'êtes pas à jour dans la série. Vous êtes prévenus, nous pouvons donc continuer. Bon visionnage. Pour commencer, j'aimerais revenir aux épisodes des 60 ans. Comme la majorité des fans, j'ai été mitigé par ces épisodes où l'on revoit David Tennant dans la peau de notre docteur préféré sous sa 14e apparence. Nous passerons sur le fait que ce n'est techniquement pas sa 14e régénération, mais bon, après réflexion, je me suis demandé, tout comme vous, sans doute, comment cela a pu arriver. Comment le docteur avait pu retrouver son visage. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il se régénère en gardant le même visage. Mais le dernier épisode de l'ère du 13e Docteur, oui désolé, je ne vais pas essayer de prononcer son nom car j'ai peur de l'écorcher. Bref, son dernier épisode avait l'air de sous-entendre que ça allait être le prochain grand mystère de l'ère du 14e Docteur. Et nous avons eu à la place une bigénération. Alors je ne suis pas contre cette idée, bien que j'ai été aussi surpris que tout le monde en voyant cette nouveauté la première fois. J'avais et j'ai toujours beaucoup de questions sur ce sujet, mais d'autres vidéastes s'y sont penchés et je vous renverrai également à leurs vidéos très intéressantes. À présent, j'aimerais revenir sur le premier épisode spécial des 60 ans. Tout d'abord, j'apprécie vraiment cet épisode. Le retour de Tennant est amusant, Donna et sa famille sont géniaux, même Unit est cool avec le nouveau personnage de Ruth Madeley, même si j'espère un peu plus de développement pour cette dernière à l'avenir. Il y a cependant 4 points de détail qui m'ont dérangé dans cet épisode. Numéro 1, le retour de Dr Donna. Déjà, j'avais imaginé que l'on verrait Dr Donna dans les 3 épisodes spéciaux. Oui, je fais partie de ces gens qui trouvent cette variante du personnage drôle et attachante. Alors quand j'ai compris que ce ne serait uniquement que sur le premier épisode, j'ai été un peu déçu. Sa conclusion a été un poil rapide, je trouve, même si, à partir du moment où Dr Donna était revenu, il était cohérent que sa guérison se fasse en vitesse, vu la mavité de la situation pour Donna. Numéro 2, le patron du MIP. C'est qui? Où? Quand? Comment? Pourquoi? Tant de questions sur ce patron énigmatique, que je pensais d'abord être le fabricant de jouets, à la fin du 3e épisode, mais vu qu'il ne fait aucune mention du MIP, a priori non, mais en même temps, pourquoi en ferait-il mention? Bref, j'ai très peur que cette question n'ait jamais de réelle réponse dans le futur. 3e point, la libération de Dr Donna. Lâcher prise? Sérieusement? Un seigneur du temps d'identité masculine ne peut le comprendre? Même si je soutiens le message que veut faire passer cette fin, je le trouve assez mal amené, assez maladroit. En effet, le sous-texte pro-féministe sous-entend que les femmes ont plus de facilité que les hommes à lâcher prise. Or, ce n'est pas tout à fait vrai. Les hommes et les femmes peuvent avoir autant de mal à lâcher prise les uns que les autres. Exemple type, une femme qui aurait du mal à couper le cordon avec son enfant, un père peut avoir exactement le même problème. D'ailleurs, peut-être même que Donna pourrait être dans ce cas-là, vu la manière dont elle protège sa fille. Ensuite, le personnage de Rose Noble, qui dit « Après toutes ces années, je suis enfin moi », sous-entend qu'elle a terminé sa transition. Or, je trouve ça maladroit d'avoir associé sa fin de transition avec la libération de la mémoire des seigneurs du temps de Dr Donna. Pourtant, il y avait certainement de la matière à associer la régénération des seigneurs du temps avec la transition que peuvent faire les personnes transgenres dans la vraie vie. Ça aurait demandé peut-être plus de temps à l'écran pour Rose, et une conclusion un peu plus longue et plus finement enjouée, pour l'explication à la place du lâcher-prise. Mais on a eu une petite scène rigolote avec la famille de Donna et la visite du nouvel intérieur de Tardis. Alors ces scènes sont chouettes et agréables à regarder. C'est juste dommage pour le pauvre personnage de Rose qu'on ne voit que très peu de temps. Et j'attends donc avec impatience son retour dans les nouvelles saisons de la série, en compagnie du 15e Docteur.
Dernier micro-point, c'est dommage. Au début de l'épisode, le docteur sort de son TARDIS sans qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, à la toute fin, il découvre que le TARDIS a changé pendant son aventure terrestre. Je trouve ça dommage, car ça a dû perdre quelques nouveaux spectateurs qui ne connaissaient pas la série et ont dû se demander « Mais pourquoi le docteur est-il heureux de voir le TARDIS changer ?» Étant le premier épisode sorti sur Disney+, je trouve ça regrettable. D'autant que cela aurait pu être réglé avec un fond, même flou, du TARDIS du 13e Docteur au début de l'épisode. Un peu comme dans le mini-sode où le Docteur donne le nom à la race des Daleks. Désormais, j'aimerais vous proposer ma propre théorie sur pourquoi le visage de David Tennant est-il revenu avec le 14e Docteur. À cause du maître. Juste avant les épisodes des 60 ans, nous avons eu le plaisir de voir, selon moi, le meilleur double épisode de la New Who, Power of the Doctor. Durant cette histoire, le maître force le 13e Docteur à se régénérer en lui-même. Ce qui fait qu'à ce moment-là, le maître possède réellement le corps du Docteur. Mais Yaz et Vinder réussissent à inverser le processus et à sauver le Docteur. À la fin de cet épisode, on voit le 13e Docteur se régénérer avec ses vêtements. Ce qui me fait penser, est-ce que le maître, alors qu'il était dans le corps du Docteur, n'aurait-il pas eu le temps de hacker sa prochaine régénération, voire de totalement détraquer le système? Rappelons-nous également que le maître a pris avec lui de nombreux secrets de Gallifrey à la fin de la saison 12. Il a pu totalement connaître des secrets qui lui auraient permis de détraquer le fonctionnement de la régénération. Et peut-être même qu'il est la cause de la bigénération qui est également un ovni dans la série. Ce hacking du maître expliquerait aussi pourquoi les habits du 13e Docteur se sont régénérés également. En effet, l'excentricité du maître l'aurait poussé à imaginer sa prochaine nouvelle tenue. On le voit bien d'ailleurs dans Power of the Doctor, changer de tenue alors qu'il vient de se régénérer dans le corps du Docteur. Passons maintenant au 3e épisode des 60 ans. Je ne vais pas parler ici du 2e épisode car je trouve que c'est un parfait épisode de Doctor Who. Je n'ai rien à dire et il est propre et carré. Ici, je voulais revenir sur ce que je parlais plus tôt dans la vidéo, la bigénération. Elle a fait couler beaucoup d'encre depuis son arrivée et à raison. C'est une petite révolution dans la sphère whovienne. Et de nombreuses théories ont vu le jour. J'aime beaucoup la théorie de la bi-watcherisation de Dracojo. Elle explique comment la régénération du 4e Docteur, Tom Baker, se lie avec celle du 14e Docteur, David Tennant. Mais il y a aussi la théorie de Pepperpot Team qui propose une sorte de boucle temporelle avec un Docteur de Tennant qui reviendra sur le toit de Unit au moment de sa propre régénération pour laisser la place au Docteur de Gatwa. Ces deux théories peuvent totalement s'accorder, soit dit en passant. Mais je ne suis pas entièrement convaincu par l'une d'elles. C'est pourquoi je vous laisserai aller vous faire votre propre avis en allant voir les vidéos en question. Personnellement, j'ai deux potentielles explications concernant la bigénération. La première, j'en ai déjà un peu parlé avant, mais cela concernerait le maître qui aurait eu le temps de hacker le système de régénération du Docteur et l'aurait forcé à se bigénérer. Après tout, le maître est un personnage très intelligent et il possède toute une base de données volée au Seigneur du Temps. Si on part de ce principe-là, la bigénération est donc une erreur, un bug qui n'aurait jamais dû arriver et ça appuie la théorie de Pepperpot et de Dracojo, un peu capillotractée. Ma seconde théorie parle du Toymaker, qui est un être quasi divin au pouvoir surnaturel bien méconnu et potentiellement illimité. Je pense donc que dès son arrivée, dès que le Docteur a invoqué la légende du sel dans le second épisode des 60 ans, la magie du Toymaker s'est répandue dans tout le Whooniverse et a bouleversé les règles qui le régissent. Après tout, n'est-ce pas l'essence même d'un dieu, changer les règles d'un univers?
Et le dédoublement du Tardis à la fin de cet épisode, ou même les gobelins dans le prochain, montre selon moi un changement de règle dans le Whooniverse. Mais l'on voit bien que le Toymaker est lui-même surpris de voir la bigénération du Docteur. Il dit même mot pour mot « I played the first game with one Doctor. I played the second game with this Doctor. Therefore, your own rules have decreed I play the third game with the next Doctor. » Ce qui affirme qu'il n'a pas la maîtrise sur son pouvoir ultime, ou qu'il n'en est pas à l'origine. Alors, peut-être que le côté chaotique de la bigénération viendrait tout de même du maître, qui arriverait à influencer, sans les contrôler totalement, les pouvoirs du Toymaker en étant enfermé dans cette dent en or. En effet, cette info vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Alors le but principal était clairement de nous faire comprendre que le Toymaker était un adversaire beaucoup plus dangereux que le maître. Mais on connaît tous le côté chaotique et manipulateur du maître, non? De plus, il n'est sans doute pas seul. Rappelez-vous de cette main qui ramasse la dent en or après la défaite du Toymaker. À qui pourrait-elle appartenir? Une alliée du maître? Une alliée du Toymaker? Une nouvelle entité inconnue au pouvoir tout autant puissant et chaotique? En tout cas, vu l'emplacement de la dent en or, cette entité est capable de voler, ou de se déplacer dans les murs. Je vous invite à faire vos propres théories dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, c'était une première pour moi de tester ce genre de vidéo. Si vous souhaitez que j'aborde d'autres théories ou analyses sur Doctor Who ou d'autres séries, dites-le moi en commentaire également. Si vous êtes nouveau ici, je vous informe que cette chaîne est également dédiée aux histoires, contes et actuels plats de JDR à la base. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Mes vidéos sortent majoritairement le week-end, en soirée et parfois quelques mercredis également. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.